François, j'espère avoir oublié personne. Si je l'ai fait, veuillez m'en excuser. Donc nous sommes là, heureux de vous accueillir ce soir dans le foyer rural pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. C'est toujours un moment plaisant et votre présence réconforte l'équipe municipale qui travaille et qui est satisfaite de vous voir ce soir. C'est un moment d'échange, c'est aussi un grand moment de convivialité, puis on va en profiter pour faire le point un petit peu de ce qui se passe dans la commune, de ce qui pourrait se passer demain. On vous entend pas? Je crois que je vais le faire sans micro. On va le faire sans micro. C'est mieux, hein? C'est parfait. Donc, je disais qu'on va profiter de cette cérémonie pour... voilà, approchez-vous. Voilà. Bien, allez, on va y aller. Je voulais donc, bienvenue, on va commencer. Je voudrais saluer aussi, et je remercie la présence, je ne vois plus où elle est, Sophie Picmal, voilà, qui est notre conseillère départementale et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. C'est donc la binôme, le binôme, on dit là, le là d'Hervé Gillet, puisque vous savez qu'on fonctionne par binôme sur les cantons maintenant. Donc, le point de 2024, qu'est-ce qu'on a fait de significatif et qui a besoin, pas besoin, qui mérite qu'on en reparle un petit peu. Donc en 2024, la première chose, c'est qu'on a ouvert au public notre parc pour les enfants, le lotissement de Niane. C'est Juvena, hein, parc Juvena, juvénile pour les enfants. C'est une satisfaction pour nous, pas qu'on cherche la gloire au... Juvena. Voilà, oui, merci. Donc c'est une satisfaction pour l'équipe parce que je crois qu'elle a trouvé son public, c'est un endroit qui est sympathique. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, ce qui n'était pas le cas ce soir, cet après-midi du moins, on y trouve beaucoup d'enfants, des parents, donc ça répond bien à l'objectif que nous nous étions fixés en la matière, à savoir faire effectivement un parc d'attractions, c'est un grand mot, un parc ludique pour les jeunes, et puis que ce soit aussi un endroit où finalement on puisse en famille échanger, se rencontrer. Et je crois que de ce côté-là, on a une belle satisfaction. Donc il est ouvert depuis le printemps. Juste pour rappel, c'est vrai que c'est un projet qui a pris du temps, mais vous savez bien qu'en matière de projet public, c'est toujours un petit peu long. Il y a la conception, la demande des aides, les dossiers. Voilà, on est arrivé au terme de cette démarche, on en est très satisfait. Juste un petit point financier, je vais vous donner quelques chiffres ce soir, parce qu'il faut quand même en donner. C'est un investissement de 172 000 €, achat du terrain compris, et sur lequel l'État nous a accompagnés à hauteur de 28 000 €. Donc, une réalisation qui répond à ce qu'on avait imaginé et qui nous satisfait pleinement. Deuxième chose qu'on a fait de significatif, c'est les travaux routiers sur la route du Tursan. Alors les travaux routiers, effectivement, c'est quelque chose, à chaque fois qu'on fait des réunions de quartier, c'est un sujet qui revient systématiquement, la vitesse, la sécurité. Je crois que vous avez raison, donc on s'attache à améliorer à chaque fois qu'on le peut ce côté de sécurité. C'est pour ça qu'on a engagé des travaux sur la partie de la route du Tursan, face le lotissement de Diane, avec l'objectif de freiner la vitesse, puis aussi d'assurer un cheminement piétonnier qui va jusqu'à l'abribus pour que la circulation des enfants notamment puisse se faire en toute sécurité. Donc ça a été réalisé. C'est un investissement important puisque nous avons quand même engagé quelques milliers, 96 000 € de travaux sur ce projet. On a été bien accompagné, puisqu'on a un taux d'accompagnement à 58%, ce qui est plutôt aujourd'hui satisfaisant. Le conseil départemental a participé, je le remercie pour cette participation au titre des liaisons douces, et puis l'État, pratiquement chacun à hauteur de 30 000 €, ce qui nous a permis de faire cet investissement. Autre sujet qui a vu sa concrétisation en 2024, c'est effectivement la finalisation de l'immeuble Fauché. On en parle, c'est pas une vieille lune, c'est un dossier qui est très lourd,
mais le principe de l'acquisition est fait, donc nous sommes propriétaires de cet immeuble. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les perspectives 2025, mais je crois que c'était un projet important pour nous parce que ce bâtiment est identitaire du village et on ne pouvait pas laisser partir ça, j'allais dire n'importe comment, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment l'identité de notre village et il faut le garder, il faut le travailler, il faut que ça devienne quelque chose qui soit à la fois, j'allais dire, joli et vivant. Donc on va s'attacher à ça. C'est pas forcément une chose facile, mais on va s'y attacher, mais j'y reviendrai. Donc cette la partie achat est finalisée. Pour information, on a acheté ça 163 000 €, net venteur, vous savez tout. C'est vrai que les négociations étaient un petit peu longues, mais vous ne pouvez pas non plus payer ça trop cher. Il y a des choses moins spectaculaires qui sont faites que vous ne voyez pas, hein, qui contribuent soit à l'amélioration des services, soit à l'entretien du patrimoine, mais c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on est obligé de faire. Donc, je vous le dis parce que c'est quand même aussi là de l'argent public qui est investi, et sur lesquels c'est des choses sur lesquelles on n'est pas aidé, c'est pas des problèmes. Donc on a procédé à des élagages au parc Coyot parce qu'il y avait du danger. On a fait du traitement de charpente sur le hangar technique. On a changé un battant de cloche. Ouais, on a une cloche qui sonne, mais elle fatigue. Donc on a changé le battant. On a remis en peinture toute la partie bois de la maternelle, de l'école maternelle, ça faisait quand même 9 ans. On a fait la réfection de la salle du conseil qui avait besoin effectivement quand même d'avoir un petit coup de peinture. Donc tout ça, c'est des travaux pas forcément visibles, mais qui contribuent quand même à maintenir le patrimoine de la commune à un bon niveau et puis à améliorer quelque part. On peut aussi citer là-dedans, via le budget du RPI, dont on l'alimente, hein, donc l'installation d'un panneau de basket dans la cour de l'école. Tout ça, c'est des petites choses, mais pour autant, ça contribue à l'action qu'on met. Il y a aussi quelque chose, je le dis, c'est pas nouveau, mais j'insiste, je voudrais quand même vous sensibiliser là-dessus. D'ailleurs, c'est le petit plus. On a la chance d'une commune, et je le dis, qui a un service au public, on peut appeler ça, c'est-à-dire une mairie et une poste, qui sont ouverts 6 jours sur 7, 52 semaines par an. Il y a peu de communes de notre taille ou même un peu plus grosses qui ont ces amplitudes d'ouverture, c'est volontaire, c'est pour répondre, pour vous accompagner le mieux possible. Donc voilà en 2024 ce qui nous a occupés, ce qui nous a cherché à finaliser. On va envisager 2025. Alors 2025, je ne vous ferai pas l'injure de dire que, et vous le savez bien, on va sur des périodes qui sont, j'allais dire, délicates. Alors, je crois quand même qu'il faut se dire des choses. Alors, je n'ai pas la prétention de vous faire un cours de politique, mais on est dans une situation très très particulière aujourd'hui. La visibilité est loin d'être nulle. Aujourd'hui, l'État n'a pas de budget. Il n'est pas fait. Toutes les collectivités, hein, qu'elles soient départementales, locales, vivent avec des dotations d'État. Et notamment en ce qui concerne les communes, c'est la dotation générale de fonctionnement. Je ne sais pas, personne ne le sait d'ailleurs, si l'État, au nom de la contribution au redressement des comptes de la nation, va, par exemple, pomper un petit peu sur la dotation générale de fonctionnement. Alors là-dessus, on peut avoir, au mieux, la même chose que l'année dernière, au pire, à l'échelle de notre commune, et ça va très vite, on souffre vite dès qu'on a des petites inflexions dans le mauvais sens, mais c'est 3, 4, 5 000 ou 6 000 € qui peuvent partir. Donc ce budget n'est pas voté, donc on est dans l'incertitude. Deuxième point, c'est que dans les diverses aides de l'État, il y a aussi beaucoup de choses qui sont calées sur des fractions de TVA. Alors, je vais vous la faire courte. La TVA, c'est que l'économie va bien, donc elle produit de la TVA. Donc l'économie va moins bien. Donc le gâteau qui sera partagé sera plus petit. C'est clair, net et précis. Alors l'année dernière, on n'a pas été impacté au niveau de la commune, mais je suis un peu craintif pour cette année 2025. Je crains que nous ayons quelques mauvaises surprises.
Pour vous donner un ordre d'idée, hein, alors, je suis en charge des finances de la communauté de communes. La communauté de communes a été impactée cette année sur ce mécanisme de fraction de TVA. Entre ce qui était annoncé au début d'année comme une recette de l'État et ce qui était versé au mois d'octobre, sur Convergence Garonne, ça a fait moins 250 000 euros. Et toutes les communautés de communes autour ont été, peu ou prou, à peu près dans les mêmes zones. Donc vous voyez que là-dessus, on a une incertitude. Donc, encore une fois, il faudra être extrêmement prudent. Je peux parler du département, j'en parle librement. Le département est dans une situation financière compliquée, délicate. Il n'a pas voté son budget prévisionnel au mois de décembre, comme il était d'habitude. On est d'accord, même la CR départementale. Le règlement d'intervention n'est pas arrêté à ma connaissance. Quand je dis le règlement d'intervention, c'est les projets qui seront aidés par le conseil départemental et comment ils seront aidés, à quelle hauteur, 20%, quelle norme. Donc ça, c'est pas arrêté. Et il y a un certain nombre, par exemple, on a été effectivement aidé l'année dernière sur ce cheminement piétonnier. Quid de 2025? À date, je ne le sais pas, je sais que les services travaillent. Les échos, je ne vais pas colporter des choses qu'on ne m'a pas dit en direct, ne sont pas quand même encourageants. On a une autre incertitude, mais peut-être que Madame la conseillère départementale pourrait nous répondre sur ce point. Le département de la Gironde, c'était un des rares départements qui attribuait cette aide, c'était le FDAEC, le Fonds départemental d'aide aux équipements collectifs, d'équipements qui était un fonds qui était alloué à l'ensemble des communes, selon quelques critères, pour les aider sur des petits investissements qui ne feraient pas l'objet d'actions primordiales du conseil départemental. Depuis que je suis maire, peu ou prou, on avait une attribution FDAEC qui est calculée selon quelques normes, le nombre de kilomètres, population, machin. On avait une attribution qui tournait autour entre 12, 13, 14 000. L'année dernière, le conseil départemental, pressentant l'orage quand même, a décidé, pour des raisons d'économie, je ne fais aucun commentaire politique là-dessus, de couper en deux. C'est-à-dire qu'on est passé de 14 à 7. Quid 2025, je ne sais pas. J'espère que ça ne sera pas de 7 à 0, parce que c'était une hypothèse qui avait quand même été évoquée l'année dernière. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Peut-être que cette année, ils iront au bout, parce qu'ils n'ont peut-être pas le choix. Je ne sais pas, mais... donc vous voyez qu'on a des incertitudes. Dernier point, et sur laquelle, là aussi, j'attire l'attention. On parle de la crise immobilière. À Pujol, on dit, nous, la crise immobilière, c'est quoi ce machin-là? On ne voit pas bien en quoi ça nous touche. Et ça nous touche pas mal. Parce que la crise immobilière, ça veut dire qu'il se construit moins de maisons, il y a moins d'échanges, il y a moins de ventes. Et vous savez, quand on passe chez le notaire, il y a des droits, et des droits d'enregistrement, tout un tas de droits, qui vont effectivement, c'est du financement des mécanismes de l'État. Et à ce titre-là, il y a une péréquation, l'État redistribue l'ensemble de ses fonds sur un certain nombre de communes. Et comme la crise est, il y a moins de droits distribués. Impact à Pujol, en 2023, on a touché 55 000 euros, donc c'est pas net. En 2024, on a touché 41 000. Je pense qu'en 2023-2025, on va toucher moins. Je pense que j'ai créé à titre prévisionnel un budget de l'ordre d'une prévision à 30 000 euros. Donc, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais vous voyez que l'environnement n'est pas porteur. Il faudra s'en accommoder. On aborde ça, en ce qui nous concerne, sur des finances qui sont saines aujourd'hui. On n'a pas eu une grande ambition, on a des finances qui sont saines. On a un peu un fonds d'avance et on a un endettement qui est très 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 faible, puisqu'à 2027, et on ne va pas contracter d'emprunt en 2025, 2027, on sera à zéro, on n'aura plus rien. Donc on sera en mesure de retourner à l'emprunt dans des conditions qui nous permettront de le faire, puisqu'on n'aura pas de remboursement. Donc je crois, et jusqu'ici, on va continuer à essayer de le faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué sur la fiscalité, sur la taxe foncière, alors qu'un certain nombre de communes, pour des raisons sans doute légitimes, l'ont fait en montant la taxe foncière, puisque c'est aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont propriétaires dans la salle, le seul levier direct qu'ont les communes pour générer
générer de la recette. Donc voilà le périmètre dans lequel nous allons naviguer, j'allais dire. Donc il faut avoir beaucoup de sérénité, avoir une grande prudence, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être timoré, mais il faut quand même faire très attention, ce qui veut dire qu'on s'annonce vers des budgets serrés où il faudrait être extrêmement attentif. 2025, il y aura 3 dossiers qui seront sur la table. Alors je reviens effectivement à l'immeuble Fauché, donc maintenant il est à nous, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Il y a 2 pistes à travailler qui sont, un, il faut le réhabiliter, il n'est plus en état, faire des logements, c'est le projet, et ça veut dire que quand on dit ça, c'est 1 million d'euros au bas mot d'investissement sur ce bâtiment. Donc le travail de 2025, ça va être de bâtir un plan de financement qui permettra d'engager ça. Alors on a besoin d'aide, c'est l'État, c'est le département, on va regarder avec les bailleurs sociaux, voir comment on peut avancer sur ce sujet, parce que autant qu'on a une capacité financière, on n'aura pas la capacité financière de porter 1 million d'euros d'investissement sur ce seul projet, parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre là et ne plus rien faire à côté. Donc ça c'est le premier point sur ce dossier qu'on va travailler. Le deuxième, c'est le lieu de convivialité, de commerce. Il faut qu'on le finalise, il faut qu'on avance sur ce dossier, que d'un désir ou d'une envie qui est partagée, hein, puisque tout le monde dit oui, ça serait bien qu'il y ait un petit commerce, un petit machin, un truc. Donc il faut qu'on trouve le bon modèle économique pour que ça marche, qu'il y ait une pérennité à ça. Donc on travaille dessus. Il y a deux axes. Hein. Il y a un axe associatif. Alors aujourd'hui, j'ai pas... personne n'est venu me voir en disant on a fait une association, on va monter un truc. C'est pas une critique, mais c'est la réalité. Où il y a un axe privé sur lequel aujourd'hui on a une piste, mais il faut l'écrire, il faut regarder comment ça peut fonctionner. Donc sur ce dossier-là, il y a beaucoup de travail. Ça veut dire que si tout va bien, on va concrétiser ça en 2027, parce que 2025, ça va être de monter les dossiers, rechercher les financements, à moins que le conseil départemental, dans un élan de générosité absolue... Oui, ben justement, je sais, c'est pour ça que je le dis, vous êtes vice-président en charge de l'habitat. Donc, à votre bon cœur, vous pouvez y aller. Dites-moi les formulaires qu'il faut que je fasse, n'ayez crainte, ils seront faits proprement. Si vous me donnez ce soir, vous les avez lundi matin. Hein. C'est vraiment pas le souci. Donc voilà, projet important qui était d'ailleurs, nous avons candidaté il y a quelques mois à un programme d'État qui s'appelait Village d'avenir. On a été retenu sur ce programme, ce qui nous permet quand même d'avoir des accès, du moins à un carnet d'adresses, à une mise en relation intéressante. Il y a eu des études qui ont été faites, ces études ne nous ont rien coûté puisqu'elles ont été prises par l'Agence nationale de cohérence du territoire et c'est intéressant. Et à travers ce programme, il y a même une banque qui s'est intéressée à ce programme et pour la Gironde, elle a élu le projet de Pujol-sur-Ciron en étant un projet qui les intéressait au titre de leur mécénat d'entreprise. Et ils nous ont octroyé une bourse de 33 000 euros. On va signer de manière officielle avec le sous-préfet mercredi cette convention de mécénat. Alors ne vous inquiétez pas, l'argent est déjà arrivé. On va signer pour la photo, mais l'argent est déjà arrivé. Donc vous voyez, beaucoup de travail sur ce projet pour le consolider puis le faire émerger. Deuxième sujet sur lequel on va travailler, c'est effectivement, et ça c'est une obligation de toutes les collectivités, enfin à nous tous, c'est tout ce qui concerne la rénovation énergétique. On a des bâtiments, il faut qu'on, pour deux raisons, pour un côté écologique, on peut pas, et puis aussi pour un côté économique. Donc, on a deux axes de travail. Un qui concernerait le bloc mairie-école avec chaudière au biomasse et puis des travaux d'isolation notamment. La première ébauche, c'est quelque chose qui coûte 200 000 euros. L'information que j'ai n'est pas bonne du côté du conseil départemental, puisque ça sera des projets qui ne seront plus aidés, alors que dans la simulation qu'on avait fait il y a quelques semaines, il y avait une aide potentielle, qui était substantielle.
Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher des fonds européens pour compenser? Je ne le sais pas à date. Il y a un deuxième axe qu'on va travailler, qui est certainement plus à notre portée sur 2025, c'est d'installer des photovoltaïques sur le toit du foyer rural, ce qui nous permettrait quand même, puisque le gros poste de dépense ici, c'est quand même le chauffage, qui nous permettrait de faire des économies substantielles. On a un chiffrage qui est de l'ordre de 32 000 euros, 33 000 euros, sur lequel on peut avoir du fonds vert, mais ça c'est un autre sujet, mais je pense qu'on va y aller, on va chercher. Le troisième sujet, ça sera encore une tranche de travaux routiers. On voudrait réaliser l'aménagement à Jean Dubos. Pour certains, vous avez vu, on a fait des essais, on avait mis des balises pour voir comment ça pouvait fonctionner, un système d'écluse, de retransissement. On a aujourd'hui la validation du centre routier départemental qui est d'accord sur ce qu'on peut mettre en place, qui est un rétrécissement et puis un allongement de trottoirs. Donc on a leur accord, on a signé la convention. Donc là, ça va être effectivement les arbitrages budgétaires qu'on doit faire, puisqu'on a là-dessus un investissement de pratiquement 50 000 euros, sur lequel je ne pense pas qu'on soit beaucoup aidé, hormis les amendes de police. C'est ça. Les amendes de police, ça fait 4 000, 5 000 sur 50 000. Il faudra tout ratisser, de toute façon, en 2025, il n'y a pas de souci. On peut aussi, alors, encore une fois, c'est pas des idées en l'air, mais c'est pas arrêté, parce que, encore une fois, il faut vraiment ait cette précaution budgétaire, non seulement pour 2025, et voir ce que les décisions 2025, où ils nous emmènent en 2026, 2027, 2028, qu'on ne se trouve pas dans des situations financières trop désagréables. Donc on a aussi envie de rénover la façade du bâtiment qui est à côté de la mairie, parce qu'il n'est vraiment pas beau, et puis il faudrait que ce soit fait. Voilà les axes de travail. Alors on a un autre sujet qui vient de tomber, qui est là, qui n'est pas en matière d'investissement, mais en matière de service, c'est le sujet de l'école. L'école, on est organisé en RPI avec la commune de Bob, afin de mutualiser. Concrètement, vous avez 4 classes qui sont ici à Pujol et 2 à Bob. On venait d'une répartition qui était 3 classes à Pujol et 2 à Bob. La montée en puissance de Pujol, enfin en puissance relative, hein, mais c'est vrai qu'on est passé de 700, grosso modo 750 habitants à 942 chiffre INSEE 2022 communiqué il y a 15 jours. Donc on avait un peu plus d'élèves. Ça a permis d'ouvrir une 6e classe il y a 4 ou 5 ans. 3 ans. Cette classe, on n'a plus les effectifs et on est tendu, on est en passe de la perdre. En parallèle de ça, il y a le contexte général, encore une fois, il y a l'État qui veut faire des économies, qui parle de la suppression de 3 ou 4 000 postes d'enseignants. Et ce qui les conforte dans cette approche, et je serai à leur place, je ne tiendrai pas notre raisonnement, c'est que la démographie française est en chute, c'est-à-dire qu'à 2028, on a perdu 500 000 élèves potentiels, ce qui veut dire que effectivement, il faut réorganiser sans doute les écoles. Donc, on est invité, mais c'est très récent, on a rencontré l'inspectrice de l'éducation nationale mardi. Cette carte scolaire va être challengée, dire effectivement ces modèles qu'on vécu. Et on avait eu une première indication parce qu'au mois de janvier ou février, on avait rencontré, il y avait quelques maires, j'y étais, une mission de la Cour des comptes qui regardait comment fonctionnaient les RPI. Parce que là-bas, à Paris, dans un bureau, les écoles en milieu rural doivent être quelque chose d'un petit peu qui ne saisissent pas bien. Donc ils étaient venus sur le terrain dire mais comment ça fonctionne. La conclusion de ça, c'est de dire oui, effectivement, le modèle des RPI, de regrouper des communes, c'est un modèle intelligent. Sauf que passer maintenant à un modèle intelligent versus économique, on dit, et c'est ce que nous a dit l'inspectrice, le contrôle de Stéphane, qui est vice-président du RPI, dit les RPI c'est bien, mais l'orientation, ça va être des RPI à 5 classes minimum, voire 7,
sur le même endroit. Ok. Ça, c'est le pavé qui est jeté dans la mare, il n'y a jamais de fumée sans feu. Dans la foulée, nous avons une réunion le 28 janvier, en sous-préfecture, parce qu'effectivement, ce n'est pas Pujol-Baume qui est challengé, c'est toute la Sud-Gironde où ils travaillent sur la carte scolaire en disant comment on va pouvoir équilibrer ça. Message passé, c'est arrangez-vous entre vous, mais je pense qu'on va vers quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est vraiment un sujet qui va nous prendre parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre maintenir une école à Pujol, mais tout le monde va vouloir maintenir une école chez soi. Alors, il faut être grand garçon, ça ne sera pas possible partout. Malheureusement, donc, quels sont les compromis, comment on va le faire, je ne peux pas vous le dire, mais c'est relativement important pour qu'on en parle ce soir et que c'est dans le tuyau. Voilà un petit peu, vous voyez que 2025, il y a de la matière, il y a de la matière, c'est pas facile, on ne va pas baisser les bras, mais prudent. Un petit mot sur la CDC, parce qu'il y a quand même deux éléments qui nous touchent concrètement. C'est la réforme des ordures ménagères, le système d'enlèvement des ordures ménagères, qui est inéluctable. Je le dis aussi assez librement, je suis en charge des finances de la CDC, ça fait 3 ans que je dis à mes collègues, les budgets ne tiennent pas, on va droit dans le mur, il faut rectifier ça, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, on les rééquilibre, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent sur le système général, et c'est autant d'investissement au service qu'on ne finance. Donc cette réforme était inéluctable, il fallait rétablir les comptes, d'une part, et puis on n'était pas non plus à l'échelle qu'il faut pour traiter ces ordures ménagères. Il y a des exemples très très simples, c'est que, notamment par exemple sur la déchetterie de Virlade, il faut qu'on réinvestisse. Aujourd'hui, versus 2024, là, on traitait à Virlade 15 filières de retraitement. Il y en a aujourd'hui possible 23 ou 24. Des choses qu'on peut réutiliser, revaloriser. Donc on n'était pas équipé pour le faire. Donc il y a des investissements à faire. Donc on va rentrer dans ce site. Et aussi de voir comment on peut, le rythme de ramassage va évoluer. Bon, un certain nombre de choses, on va faire en sorte effectivement de continuer à essayer de mieux trier et de le faire à un coût qui soit acceptable. Parce que, très honnêtement, on a sans doute fait une erreur de communication il y a 10 ans, quand on a mis le tri sélectif ici, mais ça a été fait par ailleurs dans notre commune en disant trions plus et on payera moins. Ça, il faut l'oublier, c'est trions plus, on va éviter que ça coûte trop cher. C'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est un véritable enjeu, c'est compliqué et c'est coûteux. Donc voilà, mais vous avez un certain nombre d'informations, mais je tenais à vous le dire parce que vraiment, on n'avait pas le choix que de ne pas toucher à ça et de laisser perdurer. Le deuxième point qui devrait déboucher cette année, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Alors ça, c'est des démarches très longues, ça doit faire 7 ans qu'on travaille dessus. Nous, on a un PLU Pujol qui avait été fait au premier mandat en 2007. Cette compétence a été transférée après à la CDC et donc c'est devenu intercommunal pour avoir une vision plus globale. Ce que moi je peux comprendre. Il y a 2 règles qu'il faut connaître là-dedans, j'allais dire 2 règles du jeu. Comment est faite l'appréciation? C'est que, 1, l'ensemble des communes ont été classées par importance dans un schéma qu'ils appellent le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Pujol est une commune rurale, au même titre que Borne, que Mulhouse, etc. Donc, pour vous la faire très courte et un peu caricaturale, c'est des communes dont on dit elles n'ont pas vocation à accueillir beaucoup de population et elles doivent contribuer
à garder l'identité rurale des territoires. Je me suis toujours un peu élevé contre ça parce que j'ai un peu l'impression qu'on veut nous transformer en parc d'attractions. Parce que si on ne peut pas se développer, qu'on doit juste garder l'identité rurale, on va entretenir les chemins et les gens de la ville viendront faire leur footing le dimanche, ça va être sympa. Mais le SCOT, on est classé là-dedans. Et quand on découle ça, ce classement fait qu'effectivement, derrière, les droits à construire sont répartis en fonction de ce classement. Et la deuxième lame, c'est qu'il y a eu c'est quoi qu'il y a eu? Il y a la loi ZAN, c'est zéro artificialisation nette. Le constat qui est fait, c'est que la France, peut-être d'autres pays, je ne sais pas, mais la France consomme trop d'espace pour construire. On bouffe tous les ans, et partout. Donc aujourd'hui, le législateur a dit stop, frein. Première étape, il faut que sur les 10 ans qui viennent, vous consommiez 50% de moins que sur la période de référence d'avant. Et après, 2035-2050, c'est zéro. Bon, on n'est pas là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la CDC, la consommation sur les 10 dernières années, c'est 230-240 hectares qui ont été construits pour faire de l'équipement public, pour faire de la maison individuelle, pour faire une zone artisanale, par exemple. Donc, objectif, on prend ça, on divise. Aujourd'hui, on travaille sur un pays où les droits, c'est 100. Alors, on est en train de se battre et de gagner un hectare par-ci, un hectare par-là, mais l'enveloppe tourne autour de 110 hectares. Pas pareil. Donc, 110 hectares, là-dessus, on nous conseille, et je pense que c'est plutôt judicieux, garder quand même une réserve de 20%, parce que sur les 10 ans, vous ne savez pas s'il n'y a pas un équipement ou quelque chose qu'il faudra faire, et si vous n'avez pas de réserve foncière, vous ne pourrez pas le faire. On en sort un peu. On met 40% pour l'économie, parce qu'il faut créer, notamment au sein de Convergence Garonne, une zone économique, parce qu'on a besoin d'accueillir des entreprises pour avoir de la fiscalité et qui nous permettra de financer de l'investissement du service. Aujourd'hui, là, on est un peu contraint. Donc, on est dans quelque chose qui va être très contraint. Et comment ça va se produire à Pujol? Je vais vous donner 2-3 chiffres. Ça va faire l'objet de débat. Entre 2014 et 2024, je parle bien à Pujol, il y a eu, on n'a pas refait le pointage, mais à 2 ou 3 unités près, c'est ça, 100 maisons qui se sont construites. 100 maisons qui se sont construites. Aujourd'hui, on va être sur une allocation de terrain, sur un programme qui va nous permettre de faire peut-être autour de 25 constructions nouvelles, 10 en extension et puis les autres en réhabilitation. Donc il y a des enjeux costauds. Aujourd'hui, pour vous dire, on a fait un premier appel, disons aux gens, manifestez-vous pour les demandes de classification, classement au terrain constructif, pour X raisons, parce qu'il est bien classé, parce que si, parce que là. Aujourd'hui, on mérite d'enregistrer une demande. Et il n'y a que ceux qui se sont manifestés, mais c'est quand même une quinzaine de personnes. Il y en a peut-être d'autres là qui vont dire au dernier moment, mais moi aussi je voudrais. Ce que je comprends, moi je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais on a 15 demandes qui représentent un peu, allez, 8 hectares et demi, 85 000 m² d'urbanisation nouvelle. L'enveloppe qu'on a à Pujol, c'est 9 200 m². Donc, vous voyez que sur ce sujet-là, nous allons avoir du travail à faire et trouver là aussi des compromis et des arrangements intelligents. Mais ça ne va pas fabriquer que de la satisfaction, j'en ai conscience. Mais on est aussi dans un cadre qui est extrêmement contraint. Et c'est quand même moi j'ai quand même une inquiétude globale sur l'avenir de ces territoires ruraux. Si on ne construit pas beaucoup, qu'on nous sort des services, qu'on sort des écoles, des agences postales, des choses comme ça, je ne sais pas si je le verrai, mais je pense qu'à 10 ans, il y aura un gros problème de fracture territoriale qui existe déjà, peut-être, quelque peu, mais il va s'amplifier si on continue à cette école. Je ferme la parenthèse. Voilà ce que je voulais vous dire, l'essentiel de ce qui nous
occupe aujourd'hui. Je ne dis pas préoccupe, parce que notre métier, c'est aussi notre fonction, c'est d'être responsable et de guider la machine au mieux de ce qui peut être fait. Alors, je ferai mienne cette phrase de Saint-Exupéry qui disait pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, on va essayer de le rendre possible, effectivement. Voilà ce que je vais vous dire. Et avant de clôturer cette intervention, je voudrais quand même adresser des remerciements d'abord à l'équipe municipale qui travaille et qui va être appelée quand même à prendre des options, à assumer des options. C'est ça, c'est aussi ça notre responsabilité. Un merci au personnel communal qui tous les jours finalement fait qu'à Pujol on essaye d'avoir une vie agréable et de répondre le mieux possible à la demande des administrés, à leurs petites relèves. Un petit clin d'œil au secrétaire, parce que il y en a une aussi, qui de temps en temps prennent une volée de bois vert au téléphone pour laquelle elles sont pas là, elles y sont pour rien, mais alors si vous avez engueulé, venez plutôt me voir que passer un coup de fil désagréable à mon secrétaire. Je voudrais aussi remercier, bien entendu, les associations, les associations qui ont un rôle essentiel dans toutes les collectivités. S'il n'y a pas d'association, la vie publique est un petit peu, j'allais dire, maigre, triste. Voilà. Alors, il y a eu des initiatives, il y en a une qui m'a beaucoup plu. Là. Il y a par exemple une association qui a lancé une activité de théâtre pour enfants. Je ne sais pas s'il y a des parents qui ont leurs enfants qui vont à cette activité. Mais vous voyez qu'il y a aussi de la création. On aimerait voir peut-être un petit peu plus de jeunesse arriver dans ces associations, mais ça ne dépend pas de moi, mais je crois qu'il est important que ces associations vivent, se renouvellent, parce que s'il n'y a plus d'associations, ça va devenir très triste. Nous ne sommes pas là, Dieu nous garde. Au contraire, il y en a qui vont très bien, je pense aux marcheurs, qui 2 fois par semaine traînent une troupe nombreuse, abondante et motivée. Donc c'est bien. Je voudrais aussi remercier, ils ne sont pas là, mais remercier les services de la gendarmerie sur lesquels on a un bon contact aujourd'hui, aussi bien au niveau Lambon que Colinsac, avec une équipe qui a été renouvelée, mais qui sont assez à l'écoute. Qui sont assez à l'écoute et c'est toujours important. Malheureusement, quelquefois, on a besoin aussi d'avoir leur appui. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2025 à vous tous, qu'elle réponde parfaitement à vos attentes et puis que vous soyez le plus heureux possible, vous, les vôtres et tous ceux qui vous sont chers. Vive Pujol et vive la République. Je sais que vous êtes venus parce qu'il y avait un coup. Ce n'est pas pour écouter le maire, ça. Mais je vais encore vous demander un petit moment de patience, parce que je voudrais que me rejoigne sur l'estrade Florence Ley. Ah ben, elle a raté la porte. Non, mais tu peux garder ton masque. Il y a de la place. Oui, pourquoi Florent vous le savez, elle a pris sa retraite au 1er février 2024. Alors Florent, c'est un long parcours dans la municipalité, puisqu'elle a commencé le 1er avril 89, si mes sources sont bonnes. Donc, une secrétaire qui fait 35 ans dans une mairie, elle connaît tout, les gens, les histoires, où ça se rend, le dossier, machin. Voilà, c'est une aide très importante pour un maire. Elle a épuisé 2 maires et demi. Je suis encore en fonction. Mais moi, je voulais la saluer pour, son dévouement. Vraiment, elle a été dévouée à la commune, comme, pour l'avoir vu de près, peu le soupçonne. Sa ténacité à défendre les intérêts de la commune, quelles que soient les options, même jusqu'au têtu. Je ne vous cacherai pas qu'on s'est engueulé quelquefois. Ça entretient. Ça entretient, mais
elle ne lâchait rien et il fallait vraiment qu'elle soit dans le mur pour dire oui, là, effectivement, il faut qu'on arrête, ça ne va pas marcher. Elle avait aussi le sens de l'économie. Je ne veux pas vous faire plein d'anecdotes, mais pour vous dire, et pister, à l'époque on recevait un peu plus de courriers, maintenant, dans ce moment. Elle pistait toutes les lettres qui arrivaient, parce que s'il y en a une dont le timbre n'était pas oblitéré, elle le récupérait et on le réutilisait. Vous riez, mais vous voyez le souci, n'hésitant pas, le dimanche après-midi, venant relire le bulletin municipal, pourquoi il y a une faute d'orthographe, et de façon à ne pas être troublé par un coup de téléphone, le maire qui lui demande un truc, ou qui n'est pas d'accord avec elle. Donc, vraiment un dévouement absolu, et je voulais la féliciter, la remercier au nom de toute la commune de Pujol, parce que c'est un parcours, c'est un vrai beau parcours, un vrai dévouement, un vrai attachement aussi à la fonction territoriale. Voilà, donc on lui souhaite une très très bonne retraite, que ça se passe le mieux possible, avec la meilleure santé possible. Ça n'a pas toujours été facile, on le sait tous, mais on est tout cœur avec toi et on te souhaite une très 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 bonne retraite. Donc il y a quelques objets à vous remettre, là, les filles. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si ça avait été un hommage à titre posthume, si ça aurait été aussi... Mais avec toute cette avalanche de capacités, d'aptitudes, j'ai presque envie de me présenter aux prochaines élections. Mais la course est ouverte. Mais vous le savez parfaitement. Combien de fois vous m'avez dit, vous m'avez répondu, tu feras cela quand tu seras maire. Oui, c'est ça. Ouais, en général, ça se disait comme ça. Ça se disait, moi, il va faire comme ça. Je disais, écoute, quand tu seras maire, tu le feras, mais... Qu'est-ce que je répondais? Si une idée saugrenue comme ça me passe par la tête, vous me faites intervenir. Bon, vous voyez que ça a été chaud quand même. Mais c'était sympathique, mais efficace. C'est vrai que de temps en temps, bien souvent, il m'enguirlandait. Mais sa réponse était « qui aime bien, châtie bien ». Donc je lui demandais de moins m'aimer. Et mon premier patron, il m'appelait Minou. Ah, et mon dernier patron m'appelait Casse. C'est vrai aussi. Hein? Oui, c'est vrai aussi. Bon, puisqu'on parle d'aimer, Domi, je t'aime. Mon chéri, mon mari, qui avec mes filles ont pu me secourir quand j'ai eu tous ces problèmes. Voilà. Mon discours ne sera pas long, hein, parce que... Non, parce que parce que d'abord on écoute, après on commence à s'évader avec tous les chiffres et les calculs, on s'évade. Moi, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Mais... Et à la fin, on a tous envie de gourmandise. Voilà. Bon, écoutez, on peut l'applaudir. Alors, ça c'est... Elle va vous expliquer. Elle ne changera pas. Non, c'est pas une blague funéraire. Ah, bah c'est... Bon, vous allez y arriver? Ah ouais. Et dire que mon petit-fils, pour moi, je lui ai offert le premier cadeau, une enveloppe vide. Ah, ne m'étonne pas, on a toujours été rare. Eh bien, il ne sera pas tout seul à la maison, hein, puisqu'il y a le petit frère ou le jumeau, voilà. Alors, non, mais cette assiette a une vraie histoire que je connais pas bien, parce qu'à l'époque, il n'était pas là.
il y a eu un jumelage qui avait été initié, je crois, par Dominique. C'est toi qui l'avais initié avec un village d'Espagne qui s'appelait Casanare. Ce jumelage a duré quand même assez longtemps, bon, il a pérennité. Et à la mairie, ça avait été sans doute un cadeau qui avait été offert par le maire, de bons échanges. Ce plat, cette assiette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, a été accroché. Donc, Dominique étant très impliqué dans ce jeu-là, il a semblé bon sur l'initiative de Karine que cette assiette te revienne. Mais j'ai parfois quelques regrets. C'est l'idée, c'est un peu... Et surtout, vis-à-vis de vous, Ah. j'ai cherché pendant très longtemps Un truc qui te m'emmerde. une tête de taureau pour mettre à la place de ce cadre. J'ai pas trouvé. Alors peut-être que quelqu'un aura une idée et puis... Moi j'accepte. Mais vous savez que le bon taureau espagnol, c'est ce qu'on appelle un taureau bravos, c'est-à-dire il revient à la charge, même quand on le pique, il y revient. Je suis plutôt de cette race-là. N'allez pas chercher une signification quelconque, c'était simplement parce qu'il voulait se débarrasser de ce plat. Ça faisait espagnol alors. On a trouvé l'occasion de se débarrasser du plat. Ça flash, ça pète, hein. Bon, on va écouter. Bien, écoutez, les discours sont terminés, on va partager le pot de l'amitié si vous voulez bien.